Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rendez-vous habituels. Bien dans son job aujourd'hui, on parle management, comment gérer des équipes de plus en plus diversifiées. On en parlera avec Diana Saint-Istévan, elle est professeure à l'EM Normandie. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. On parlera de l'hôtel Baudelaire, ça fait rêver évidemment. C'est dans le centre de Paris, vous verrez un hôtel qui s'engage et qui recrute après avoir traversé la crise Covid, comme des milliers d'autres établissements. On en parlera avec Alice Belfer, directrice du management de l'hôtel Baudelaire. Et puis le cercle RH, qui a dit que la cyber était un métier d'homme? On va vous démontrer le contraire. On aura des femmes sur le plateau pour nous en parler. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés de recrutement féminin dans la tech et dans la cybersécurité. Ça sera le thème de notre cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, ça c'est un sujet, on a tous été confrontés par ce sujet. Est-ce qu'il vaut mieux être discret ou pas lorsqu'on recherche un emploi, environnement bienveillant ou toxique? On fera le point avec Thierry Bismuth, le patron du réseau Odyssée RH. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle du management, un management évidemment qui s'est complexifié avec des équipes de plus en plus diversifiées. On va parler du télétravail, du travail hybride et on en parle avec Diana Saint-Istévan. Bonjour Diana. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeur associé en management interculturel et comportement organisationnel, chef du département RH à l'EM Normandie. D'abord un mot parce que vous avez exercé avant le Covid et vous exercez maintenant et vous continuez, j'imagine, à chercher, à interroger. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre l'avant-Covid et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de votre fenêtre, c'est-à-dire fenêtre du management et des RH? Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. On voit de gens, la diversité des gens, en fait, ils vivent le Covid très différemment. On voit qu'il y a certains gens qui vivent très bien dans leur maison, jardin, petit déjeuner à l'extérieur, bien équipés dans leur travail et avec leur famille autour, donc bien, mais des autres qui vivent dans un petit appartement tout petit à Paris, et c'est vrai que pour eux c'est très compliqué. Donc on voit que la vie familiale ça devient plus important avec le Covid. Alors, faisons ensemble un focus sur les managers et le management. Là aussi, je vous repose la même question. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé et qui devrait changer? Parce qu'on voit que des collaborateurs disent c'est comme avant, mais en fait, depuis il y a eu le Covid, tout a changé et en même temps, mon manager, il n'a pas bougé. Oui, en fait, plusieurs choses pour le manager. La première chose, c'est d'être un leader, de compétence des leaders devient de plus en plus important. C'est-à-dire que le leader est là pour donner un contexte, une histoire. La vie de travail devient très complexe. C'est très compliqué. Les multinationales avec plusieurs départements, on travaille avec plusieurs équipes à la même temps. On travaille dans plusieurs équipes à la même temps. On travaille à distance, en face à face. C'est tous des différents contextes. Et le leader est là pour vraiment expliquer pourquoi on va faire ça, faire le lien entre qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est moins important. Et ça devient un rôle central. Ça veut dire qu'il a plus un rôle de chef d'orchestre qu'un homme qui surveille et contrôle, parce qu'il y avait ce vrai débat. Elle avait un rôle de chef d'orchestre. Un coup de règle sur les doigts de Diana. Il y a des femmes managers. Ah oui, bien sûr. Et c'est très important pour elle, pour mettre en œuvre tout cet ensemble des projets. Excusez-moi, vous parliez de compétences. L'idée, c'est que ce soit finalement quelqu'un de charismatique, qui organise, qui raconte l'histoire et qui coordonne globalement. Ça s'apprend ou pas, ça? Parce qu'il y a des managers qui sont, je dirais, structurés sur je distribue, je contrôle, je valide. Bon, voilà, c'est ça leur mode de fonctionnement. Oui. En fait, oui, il y a un côté charismatique.
Mais ça peut apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle qui est très important, c'est quelque chose que, oui, on peut enseigner. Il faut avoir envie de l'enseigner. Il faut avoir envie de se remettre en question. Ça, c'est très important. Il y a d'autres choses aussi. La compétence, c'est par exemple faire le point entre deux équipes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inné. On doit réfléchir. Qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, ils ont besoin, et comment mettre ensemble et à créer une collaboration qui n'est pas existée avant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les accompagner, ces manageuses et ces managers? Il y a aussi des hommes. Qu'est-ce qu'on doit leur apporter? Qu'est-ce que les équipes RH doivent mettre en place lorsqu'ils ont diagnostiqué une difficulté, un problème, des retours de collaborateurs qui disent que ça fonctionne mal? Bien sûr qu'on sonde les cœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, il y a deux choses. Parce que le RH, des fois, en fait, des fois, ils ont un rôle un petit peu plus loin que, par exemple, une manager direct qui a plus un rôle de coaching, etc. Je pense qu'il faut déjà être curieux de chercher qu'est-ce que c'est des choses. Parce qu'en fait, le travail change tout le temps. Les équipes changent tout le temps. Et en fait, si on n'apprend pas en façon régulière, on ne peut pas faire face à des changements qui passent aujourd'hui. Donc, par exemple, quand je parle de faire le point entre deux équipes, mais il y a aussi par exemple, je suis en train d'écrire un projet sur comment engager des personnes qui travaillent dans une équipe des plusieurs équipes à la même temps, parce que aujourd'hui, on n'engage pas ces gens de la même façon. Par exemple, on est en face d'une situation, on a plusieurs leaders dans une même entreprise qui se battent pour le même talent. Donc, comment est-ce que ces leaders à engager ces gens, c'est très important. Alors, il y a l'intelligence émotionnelle, donc ça, il peut y avoir des formations, on peut les accompagner. Et puis, il y a quand même l'idée que le manager, c'est aussi un capteur de motivation. C'est-à-dire que c'est celui qui est au plus près de ses équipes et qui va sentir qu'il y a soit du relâchement, soit de la démotivation, soit même du désengagement. Ça, c'est un rôle essentiel, ça. Oui, et il y a, je pense, être très proche. Il faut connaître le collaborateur très bien, savoir qu'est-ce que lui motive. Parce que, comme j'avais dit avant, les gens sont très différents. On travaille, ils ne sont pas motivés par la même chose. Donc, il faut connaître vraiment bien notre collaborateur et trouver qu'est-ce que c'est des choses qui passionnent. Et après, attirer cette passion vers le succès de l'équipe. Parce qu'on peut profiter de cette passion pour faire mieux dans notre équipe. Il faut préciser que les professeurs, vous en particulier, vous faites de la recherche aussi. On va vers quoi? C'est quoi les travaux de recherche sur lesquels là, vous travaillez là? Vous parliez tout à l'heure du travail que vous aviez. Vous fonctionnez par de la sociologie, des échanges, vous allez voir les entreprises. Comment ça marche? Oui. Comment on fait? Ça, c'est super intéressant. Ouais, parce que là, les gens vous parlent. On travaille avec des entreprises. Et donc, une chose qui ça m'intéressait très profondément, la première fois que j'étais dans une grande multinationale, j'ai demandé au manager, c'est qui dans votre équipe? Elle a dit, quelle équipe? C'est quoi une équipe? Combien de personnes dans l'équipe? Il ne savait pas vous répondre. Parce qu'en fait, c'est tellement dynamique d'équipe. Les gens qui arrivent à le premier jour, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont à la fin. En fait, le collaborateur vient à faire mesure en fonction des besoins. Donc, vous nous dites que ce manager du multinational ne sait pas exactement quel est le nombre exact de ses équipes? Oui, exact. Parce qu'en fait, ils n'ont pas un lien forcément hiérarchique. C'est un project manager avec les maîtrises. On est manager d'un projet, une cliente, et pas des managers de gens. Vous reconnaîtrez que c'est assez déshumanisant quand même ça, le fait d'être d'abord manager d'un projet, mais finalement on ne se préoccupe pas de ceux qui sont en dessous et qui vont le bâtir, ce projet. Mais c'est vrai, mais il faut parce que si on va attirer l'attention de cette personne vers notre équipe, il faut s'intéresser en eux. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que c'est des compétences? Comment eux, ils peuvent nous aider à réussir? Et vraiment, il faut être capable d'attirer
ces gens, leur attention dans notre équipe. Un dernier mot, qu'est-ce qui ressort concrètement là, du travail que vous faites sur le terrain, la rencontre des entreprises, petites, grandes, multinationales? Qu'est-ce qu'elles vous disent et vers quoi on va? Ce serait quoi finalement le portrait des 5 prochaines années en matière RH, même si cette question est très compliquée, évidemment? Je pense qu'il y a 3 choses en général. Une chose, c'est une culture d'équipe avant, culture d'entreprise, etc. En fait, on ne peut plus faire ça. Le team building, etc., ça ne marche pas parce que quand on travaille avec une multinationale, il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays à la même temps, ils font ça en vidéo, etc. Ils ne se connaissent pas. Et des fois, à le début du projet, à la fin de c'est plus la même équipe. C'est pas la même équipe. Donc on ne peut pas créer ce lien. Oui, à tour une culture d'équipe. Donc ça remet en question l'idée de travailler en groupe et en équipe, puisqu'elle est toujours en mouvement. Oui, toujours en mouvement, mais en fait, la culture d'équipe ou les règles de jeu sont faites par la raison d'être de le projet. Tout doit être entouré. On fait quoi? Pourquoi? Pour qui? Et donc, qu'est-ce que c'est l'opportunité? Qu'est-ce que c'est le projet? Pourquoi on fait? Et qui est le client? Et faire attirer des gens vers la valeur de cette raison d'être. Ça, c'est la première raison. La deuxième, il y en avait 3. Vous les avez perdues? J'ai parlé déjà de leadership, mais vraiment, il faut l'intelligence émotionnelle, être capable de comprendre les gens et sortir le mieux de chacun, mais aussi penser à eux, parce que en fait, les humains, ils travaillent. En fait, tout est relationnel. Il faut penser à eux. La troisième chose, revenir en leadership encore, c'est dans le monde, le travail intellectuel. Les gens veulent réussir. Il faut donner le moyen de réussir. En fait, dynamiser l'énergie, quoi. Oui, parce qu'en fait, souvent, on met des choses qui bloquent des gens pour réussir. Beaucoup de process. Il faut enlever tout ça pour qu'eux, ils peuvent réussir plus vite. Et un dernier? Motivation. Bien sûr, vraiment connaître des gens, connaître les personnes qui ont travaillé avec et chercher qu'est-ce qui les motive et matcher ça avec l'esprit général. Et les besoins de l'équipe. Et le travail des humains aussi qui contribuent à ce projet. On aura compris que tout ça bouge beaucoup dans les grandes entreprises et qu'on démarre avec une équipe et on finit avec une autre et que tout ça a bougé en cours de route. Merci Diana Santi-Stéphane, vous êtes professeure associée en management interculturel et comportement organisationnel, chef du département RH de l'EM Normandie. Et ce travail qui va être rendu quand, lorsque vous nous disiez tout à l'heure? En fait, j'ai plusieurs, mais le premier c'est un Journal of Management, Meta Teams. C'est sorti en 2019 et le prochain, je suis en train de travailler. J'ai noté un Journal of World Business. Merci beaucoup. Vous reviendrez nous en parler quand ce sera fini. Merci d'être venu nous rendre visite. Les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On accueille aujourd'hui un hôtel. Ils ont traversé la crise Covid, évidemment. On en parle. C'est tout de suite. Les entreprises s'engagent, une entreprise qui recrute et qui va aussi nous raconter son histoire, son parcours. On va parler de l'hôtel Baudelaire. Oui, c'est tout un programme, évidemment, qui se trouve rue Sainte-Anne, au cœur de Paris. C'est un très très bel hôtel et on en parle avec Alice Belfer. Bonjour Alice. Bonjour. On est très très heureux de vous accueillir. Alors, directrice du management de l'hôtel Baudelaire, mais c'est une histoire de famille, pour se le dire simplement. Oui. Vous êtes la fille de celui qui a créé cet hôtel? C'est ça. Enfin, l'hôtel existe depuis le XVIIIe siècle. D'où Baudelaire d'ailleurs. D'où Baudelaire qui a vécu. On a beaucoup de personnalités qui sont passées dedans, des écrivains. Il y a un petit panneau dans la chambre où Baudelaire dormait parce que on ne sait pas où il a dormi. On ne sait pas où il est. Il y vivait ou il y dormait? Excusez-moi. Il y dormait, il y est resté pendant 1 an et demi. Il a écrit une lettre à sa maman. C'est ce fameux hôtel où il a écrit une lettre à sa maman. Oui, tout à fait, lui demandant soit sa présence, soit de l'argent. De l'argent. Il ne peut pas lui refuser les deux. L'histoire ne dit pas si sa mère est venue ou si elle lui a envoyé de l'argent. Je sais qu'il a mené l'enfer à sa mère, Baudelaire. Qui était il a une vie dévergondée par rapport aux aspirations assez puristes, puribondes de sa maman et surtout de son beau-père. Exactement. Revenons à votre hôtel, cet hôtel Baudelaire. D'abord, juste un mot. Comment on sort d'une crise aussi forte que la crise Covid qui a impacté très directement votre secteur? Alors oui, l'hôtellerie, café-restauration, on a été terriblement impacté par le Covid. Il y a eu une très belle reprise en septembre. Et ensuite, une redescente en décembre suite au énième confinement, enfin au énième problème et la cinquième vague Covid. On s'en sort bien.
On a survécu déjà, donc on est très content. On est resté fermé pendant 1 an et on a retrouvé toute l'équipe au complet. Donc quand il a fallu revenir, ouais. Tout le monde est revenu. Alors tout le monde était là parce que tout le monde avait été mis en formation. Tout le monde était très content d'être en formation. Mais on a décidé de nourrir notre esprit en fait et de ne pas s'arrêter. Donc voilà, donc on a repris. Évidemment, la reprise a été un peu musclée, mais on était très contents de retrouver les gens en fait. On était plein de gratitude de retrouver notre clientèle. Puis de faire revivre, d'accueillir, de faire rentrer des Exactement. touristes, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des touristes qui viennent dans les hôtels. Clientèle d'affaires et touristique, oui. On a changé de clientèle en cours de route. Et on moins de touristes, un petit peu. Beaucoup plus de touristes français, ça revient. En fait. Oui. Et c'est les Français qui découvrent Paris. C'est les Français. Et quand le télétravail a été arrêté, à ce moment-là, il y avait plus de touristes. On change de catégorie de clientèle et c'est super. Alors, il y a des choses qui vous tiennent très à cœur dans la gestion de cet hôtel. D'abord, 3 recrutements qui sont prévus, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que vous accélérez par rapport à la taille de votre hôtel. Vous dites, on accélérait, on recrute, donc on améliore la qualité de service. C'est aussi cette idée. Et puis, il y a chez vous quelque chose de très important autour de la notion d'inclusion, du handicap, l'idée d'encadrer, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Pourquoi c'est si important pour vous ? Il faut du sens dans le travail. À titre bénévole, à côté, je travaille beaucoup pour aider les gens qui sont en situation de handicap à trouver des subventions, des aides, des compensations. Parce que vous dites, vous remplissez les dossiers. Oui. C'est très compliqué. C'est la guerre des acronymes et ça prend beaucoup de temps. Et il y a une véritable exclusion parfois dans le handicap. Avoir moins de chances d'avoir un travail. Avoir des demandes plus de demandes d'argent en fait. Ça coûte de l'argent. Par exemple, les personnes malvoyantes qui peuvent avoir du mal à rentrer seules le soir, tard, à cause de l'obscurité, ça veut dire taxi, ça engendre des frais. Et nous, à l'hôtel, on a vraiment cette très saine obsession, mais c'est une vraie obsession, d'inclure les personnes en situation de handicap. Combien de personnes là, vous avez 3 personnes. 3 personnes en situation de handicap, nous avons 3 travailleurs handicapés, et avec la volonté et la nécessité d'accueillir 3 nouveaux salariés, et on aimerait vraiment qu'ils soient en situation de handicap. Donc les 3 nouveaux dans le recrutement, l'idée c'est de vous tourner vers des personnes qui sont en situation de handicap. Tout à fait. Alors, rentrons un peu dans le concret, parce qu'il y a aussi un énorme travail que vous faites sur, j'allais dire, l'exosquelette pour aider les salariés à limiter les poids, faire en sorte que les matelas, évidemment, qui sont très lourds, portés. Ça, c'est aussi une volonté d'améliorer la qualité de travail de vos collaborateurs. C'est très important. Il faut aller au travail et être content d'y aller. Il faut aller au travail et pas avoir mal au dos. Il faut aller au travail et se dire qu'il n'y en a plus que jusqu'à 17h. Il faut être content d'aller au travail. Et je pense qu'on peut avoir des peines de cœur, on peut avoir plein de peines, mais pas des peines physiques et pas de peines émotionnelles au travail, au moins sur le lieu du travail. Vous avez il y a pléthore de moyens de compenser des situations de handicap. Je pense au lève-lit, par exemple. Vous appuyez sur un bouton télécommande et le lit se lève. Le matelas est sommier ? Le sommier et le matelas se lèvent, se lèvent jusqu'à hauteur de travail, donc vous n'avez pas toutes les... Et de manière à pouvoir passer en dessous, de pouvoir... C'est ça l'objectif. Faire le lit sans avoir des... Et d'être à la bonne hauteur. Voilà, exactement. Donc vous avez ça, vous avez des nettoyeurs vapeur, il y a tellement de solutions qui sont inconnues à la fois du grand public et des chefs d'entreprise souvent, pour faciliter le travail en chambre. Vous l'avez mis en place déjà, vous êtes en train de le mettre en place. Ouais. Mais excusez-moi, ça veut dire que vous allez recruter 3 personnes, notamment, vous dites 3 personnes en situation de handicap, mais c'est un surcoût pour l'entreprise quand même, ce matériel. Oui. J'imagine. Oui. C'est un investissement quand même. Pour être honnête, il y a un surcoût. Il y a un surcoût qui, encore une fois, moi, va dans mon sens éthique de rendre la vie un peu plus facile au travail. Mais il y a aussi les subventions. Vous avez les CRAMIF, la CARSAT, qui prend à hauteur de 50% les frais d'ergonomisation des postes. Et le maintien dans l'emploi, là, c'est assez particulier parce que ça s'applique à une personne seulement. Et vos interlocuteurs sont Cap Emploi et la GFIP. Mais il y a... Et je pense que beaucoup de directrices et directeurs d'hôtels ignorent toutes ces solutions. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment important de les mettre en place. Vous êtes venu nous en parler, parce que vous êtes vraiment aux manettes d'un hôtel, au concret, accompagné. Combien de collaborateurs vous avez dans cet hôtel ? On a 7 collaborateurs. 7 collaborateurs, plus 3 bientôt. Oui. Vous avez lancé la campagne de recrutement ou pas ? Oui. Comment ça se passe ? Parce que la réalité, il y a eu le Covid, bien sûr. Le café-restauration, pour certains, était fermé, ceux qui n'avaient pas de terrasse. Puis il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Vous avez perdu beaucoup de collaborateurs. Alors non. Non, pas vous, mais je veux dire la profession. Oui, la profession a perdu énormément de collaborateurs. C'est un marché du recrutement qui est en tension. C'est pas évident de trouver des gens. Et encore moins évident de trouver des personnes en situation de handicap parce que l'hôtellerie...
café-restauration en général, a assez mauvaise réputation pour une raison que j'ignore, alors qu'on est inclusif et qu'on peut faire travailler des personnes en situation de handicap. Mauvaise réputation, encore une fois, c'est un très beau métier. D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous adorez l'hôtellerie, vous aimez ce métier, enfin, vous y êtes né, j'allais dire, donc il y a cette espèce de passion. Mais c'est vrai que c'est des horaires parfois décalés, parfois c'est compliqué quand on a des enfants. Enfin, tout ça, c'est des choses, évidemment, qui sont entrées en ligne de compte pour ceux qui ont quitté le métier. Oui, et je le comprends. Et je pense aussi que tous les salariés ont droit à une vie familiale, à des hobbies, à des sorties et à des horaires pas trop décalés et à une revalorisation des salaires qui est déjà actée à partir d'avril. Donc oui, je pense c'est acté, c'est 9%, c'est ça? Oui, on passe de 10,57 à 11,09, je crois, ou 11,04. Ouais. Donc, vous dites un grand sourire, c'est quand même intéressant. Oui, parce que les veilleurs de nuit travaillent tard, c'est pas évident de Votre hôtel a un veilleur de nuit toute la nuit? Toute la nuit, oui. C'est-à-dire qu'il démarre à 23h ou 22h? 20h, 8h. 20h, 8h, c'est-à-dire qu'il occupe l'espace d'accueil toute la nuit. Oui. Tout à fait. Mais c'est des métiers difficiles. C'est des métiers, il y en a qui adorent ça. Pour avoir été veilleuse de nuit pendant un petit moment, je trouve ça très dur d'être décalée. Et voilà, mais il y a des gens qui adorent ça. Et c'est vrai que l'ambiance de nuit est très différente de l'ambiance de jour, peut-être un peu moins sollicitée. Donc voilà, mais tout ça veut dire qu'il faut rendre le travail agréable. Et le travail agréable, c'est pas seulement dans les chambres, c'est aussi à la réception. C'est avoir des logiciels qui sont accessibles, c'est d'avoir des ergotrons qui vous permettent de lire l'ordinateur directement et de replacer l'écran. C'est d'être installé de manière ergonomique. Il faut que l'ergonomie soit sur le milieu du travail. Un tout dernier mot, Alice Belfer. Dans le recrutement que vous faites, et vous nous l'avez dit ici à l'antenne, vous souhaitez des personnes handicapées, mais il faut quand même que ces postes, malgré toutes les aides que vous faites, d'outils, de vapeur, de lits qui s'élèvent, il faut que les personnes puissent quand même faire le travail. C'est pas si simple. Oui, il y a plusieurs types de handicap, évidemment. Alors, tous les handicaps ne sont pas compatibles avec tous les postes. On est d'accord. Oui, on ne pourrait pas prendre une personne qui est PMR, enfin, fauteuil roulant, pour faire des chambres, ça c'est évident. Impossible. Mais néanmoins, il n'y a pas de boulot impossible, il y a juste beaucoup de compensations possibles. Et le maintien dans l'emploi, c'est justement de faire ces compensations pour améliorer et surtout rendre possible le travail pour toute personne. Et tous les outils que vous mettez en place dans l'hôtel Baudelaire, c'est rue Sainte-Anne. Ouais. Si un jour vous n'avez pas envie de passer une nuit là où Baudelaire a dormi, si vous aimez la poésie. Dans la rue des Japonais. La fameuse rue des Japonais, parce que c'est quartier latin en fait, c'est la zone quartier latin, ce qu'on appelle. Non, c'est à Opéra, juste à côté du Louvre, des grands magasins, du Palais Royal. C'est ça, là, bien sûr. C'est vraiment très central. Mais c'est la rue japonaise où beaucoup de gens viennent pour manger japonais. Qui se trouve dans le 2e arrondissement. Tout à fait. Et je vois très bien cette rue. En effet, je mélangeais avec le quartier latin. Merci Alice Belfer d'être venue nous faire partager votre passion de l'hôtellerie et de l'inclusion. 3 postes à pourvoir, donc. Je ne sais pas où vous en êtes dans le recrutement, là. Alors, on fait les job dating avec la CCI, avec le Club Paris, avec les entreprises s'engagent. Il y a beaucoup de job dating qui se font pour les personnes qui sont laissées un peu en dehors du circuit du travail, donc inclusif. Bravo Alice, merci d'être venue nous rendre visite. Alice Belfer, directrice management, la fille de celui qui avait l'hôtel, mais l'hôtel est né, celle est de celui qui est né bien en amont, au 18e ou 19e siècle, là où Baudelaire a dormi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH et nos invités. On va parler de la tech et de la cybersécurité. Ce sont des métiers principalement d'hommes. Que se passe-t-il? Pourquoi les femmes n'accèdent pas à ces métiers? C'est un tort. On va en parler d'ailleurs avec l'une d'entre elles qui est à la tête d'une entreprise. On les accueille juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien pour s'intéresser à la cybersécurité, sous un angle, j'allais dire, sociologique, s'intéresser à la place des femmes dans ce secteur en plein boom. C'est vrai que la cybersécurité, tout le monde en parle, c'est un secteur qui explose. Pourquoi les femmes sont peu nombreuses dans ce secteur? On va essayer de répondre à la question avec mes invités. Estelle Joly, merci d'être là. Vous êtes COO, Chief Operating Officer chez Cybervadis, 80 collaborateurs dont une grande partie sont disséminés un peu partout, notamment aux États-Unis, entre autres aux États-Unis, et vous faites de l'audit, de l'observation de la tuyauterie cyber. C'est que vous n'êtes pas dans la tuyauterie, mais vous vérifiez que tous les tuyaux... Management. Vous avez vu du management. Vous avez vu déjà, j'utilise pas les bons mots parce que la cybersécurité est comme ça un univers assez clos, avec un jargon, avec une terminologie. En tout cas, merci d'être là parce que vous incarnez justement
et vous montrez la preuve que les femmes peuvent entrer dans ces secteurs ici, épanouir. Avec moi, David Chassan. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez 3DS Outscale, 190 collaborateurs. Vous êtes une filiale, ou en tout cas une entreprise filialisée de Dassault Systèmes, et vous êtes le cloud de Dassault Systèmes. Alors vous êtes vraiment dans la tuyauterie. Très tuyauterie et très socle technologique très profond. Vous allez nous expliquer tout ça, puis aussi peut-être rendre les choses concrètes dans vos métiers pour qu'on comprenne que ce n'est pas un métier qui n'est réservé qu'aux hommes. Et puis nous sommes avec Laura Marais, directrice des opérations marketing et commerciales chez Men in Black. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous voyez, vous êtes tous dans la cyber, mais on n'a pas réussi à faire marcher Skype, vous voyez. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, si je peux me permettre. Mais parce qu'on est dans la cyber, on a quand même réussi à établir une communication. On a réussi à établir téléphonique, je dirais version années 60. C'est déjà ça. Merci Laura d'être avec nous. D'abord, un mot. Je commence par vous, parce que le thème de notre émission, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a si peu de femmes. Racontez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes arrivé dans la cyber il y a 5 ans, et vous me disiez, moi, il y a 5 ans, globalement, moi, la cyber, j'y connaissais rien, et j'ai trouvé ma place, et je m'épanouis. C'est bien cela. Donc en fait, moi, il y a 5 ans, j'ai eu la chance de me voir confier un projet cybersécurité au sein de mon entreprise qui était EcoVadis. Et donc ce projet est finalement devenu une business unit, puis une société filiale. Oui, parce que les questions de cyber sont devenues tellement importantes dans les entreprises. Voilà, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la cybersécurité. On vous dit, Estelle, il faut que tu nous gères en fait la sécurité informatique, parce que rien n'est fait. C'est pas exactement ça. En fait, EcoVadis évalue les fournisseurs des grands groupes sur les critères RSE. Et parmi ces critères, dans les critères de responsabilité, il y a un critère qui est la responsabilité des données qu'on vous confie. Et les clients d'EcoVadis ont demandé à EcoVadis de s'étendre sur ce sujet en disant ça devient très très stratégique pour nous. Est-ce que vous pourriez étendre ce sujet-là dans nos évaluations ? Et là, vous entrez dans le métier par cette porte-là. C'est comme ça que j'y suis arrivée. À l'époque, en vous souvenant, et maintenant que vous êtes dans une entreprise spécialisée dans la cyber, il y a beaucoup de femmes, vous avez monté un club de femmes, il y a beaucoup de femmes ou pas ? Alors, il y a peu de femmes dans la cybersécurité, on est 11%. Donc, chez Cybervadis, on est à peu près 50-50, mais dans la cybersécurité en général, c'est 11%. Comment ça se passe de votre côté chez 3DS Outscale ? Parce que j'ai vu que vous étiez plutôt un bon élève, 79 sur 100 à l'index gouvernemental de l'égalité femmes-hommes. Pardon, 81 sur 100. 81, et dans ma fiche, il y a marqué 79. Donc depuis, vous avez encore progressé. Ça, c'était le précédent. Là, c'est le nouveau tableau de bord, c'est les nouveaux indicateurs. Oui, le nouvel indicateur pour l'année 2021 est aujourd'hui de 81 sur 100. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif global d'Outscale, on est passé en l'espace de 5 ans d'environ 12% à 28% de femmes dans l'effectif d'Outscale. Donc avec un effectif qui a été multiplié par 5. Vous nous expliquerez comment vous avez réussi ce tour de force, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises de la cyber. On n'a pas fini. Et de la tech. J'imagine que vous voulez aller encore plus loin, au-delà des 80. Laura, vous qui êtes avec nous par téléphone, vous êtes arrivée quand et comment vous êtes tombée dans la cyber ? Alors, je suis arrivée il y a un peu plus de 10 ans chez Men in Black et je suis tombée dans la cyber complètement par hasard. En fait, je cherchais une alternance pour réaliser mon master 2. Et c'est mon école qui m'a proposé Men in Black, et je me rappelle très bien ce que je m'étais dit. C'était la première proposition que j'avais eue et je m'étais dit putain merde, c'est pas du tout mon secteur de prédilection. C'est pas du tout un secteur que je connais bien, et je m'étais même dit en tant que femme, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas. Et en fait, je me dis, bon, évidemment que c'était ma première opportunité, et je me suis dit bon, j'y vais, je fonce, c'est que ça doit être comme ça que ça doit se passer. Et avec le recul, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais avec le recul, je me dis que si les femmes connaissaient en tout cas un peu plus ce secteur d'activité, ça éviterait d'avoir ce genre de réaction quand il y a de belles opportunités qui se présentent. Donc voilà, j'y suis tombée complètement par hasard.
et ça fait un peu plus de 10 ans que j'y suis maintenant. Donc je précise que Made in Black, c'est une entreprise qui parle cash. Déjà, on l'a entendu, vous parlez cash, Laura. Vous mâchez pas vos mots. Et vous êtes basée à Marseille. C'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous à distance par téléphone. Et depuis 15 ans, vous accompagnez les entreprises contre les cyberattaques. Et Dieu sait si on parle des cyberattaques, tant des entreprises que des particuliers, parce que finalement, même les particuliers vont finir par se doter d'entreprises de cybersécurité pour leurs téléphones, leurs ordinateurs. Enfin, j'imagine que c'est une réflexion. Est-ce que vous vous épanouissez? Parce qu'on va parler des écoles, de comment on source, comment on recrute, comment on donne envie. Et Laura dit, je regrette pas, parce qu'après tout, j'ai fait le bon choix. Et elle a envie de donner envie aux femmes d'y aller. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à des femmes qui sont dans le conseil, qui sont plutôt dans des secteurs du tertiaire, et qui se disent, dans la tech, c'est pas pour moi, c'est un truc d'ingénieur? Alors, c'est d'ailleurs un sujet important, parce que c'est vrai que souvent, quand on dit travailler dans la cybersécurité, on se dit, il faut être ingénieur. Oui. Et moi, j'ai eu le cas d'une petite jeune qui est venue me voir, qui me dit, ah, Estelle, tu connaîtrais pas quelqu'un chez, on va dire, 2 grands groupes, plutôt dans des secteurs féminins, pour faire un stage marketing. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu viens pas dans la cybersécurité? Et elle m'a répondu, ah non, mais moi, parce que je cherche un stage marketing. Donc, mais il y a du marketing en cyber, la preuve, comme Laura. s'il n'y avait pas de marketing dans la cybersécurité. Donc ça, c'est très important de le dire, parce qu'on résume souvent le sujet des femmes dans la cybersécurité à « il faut plus de femmes ingénieurs ». Il faut plus de femmes ingénieurs. C'est vrai, il en manque. C'est vrai, il en manque, notamment dans la cybersécurité. Mais la cybersécurité, c'est un secteur où il y a de la place pour tout le monde. Entrer dans la cybersécurité aujourd'hui, c'est un peu comme rentrer chez Google il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire, tout à inventer. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. On a besoin de juristes, on a besoin d'RH, on a besoin de marketing, beaucoup de communication. Ouais, c'est un peu une terre incognita, enfin qui est de moins en moins incognita, mais c'est une terre un peu vierge à défricher. Oui, et puis un des risques majeurs de la cybersécurité, et ça moi je le vois parce que c'est un peu plus la partie que je traite, c'est aussi le risque humain. Le risque humain dans l'entreprise, ça reste quand même la majorité des data breach, elles ont à un moment arrivé à cause d'une erreur humaine. Donc ça reste un risque majeur, et on peut être tech et faire des super serrures 3 points pour des portes, etc. Et à un moment, si les gens ferment pas leurs portes, ça sert à rien. Donc il faut que ça devienne un réflexe. Juste un mot avant de donner la parole à David Chassan. La relation que vous avez au travail, gérée d'un point de vue très corporate, on vous regarde comment? Parce que malgré tout, on ne peut pas le nier, les gens que vous avez qui sont un peu les techniciens, c'est quand même des gens qui viennent de la tech, qui sont des ingénieurs, des développeurs, enfin c'est des gens qui jargonnent pas mal. Comment on s'accapare avec tout ça? Puis comment ils vous regardent aussi? Alors, moi, j'espère que je trahis pas trop les autres femmes qui sont dans la cybersécurité en disant ça, mais alors moi, je trouve qu'on y est hyper bien accueillis. On est considéré pour nos compétences, on est face à des gens qui sont professionnels, qui sont carrés, qui regardent les gens pour leurs compétences. Moi, je ne ressens pas du tout de différence, de regard, de traitement, de rien du tout. En plus, moi, je partais avec 2 passifs potentiels. Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je ne viens pas de la cybersécurité, je ne suis pas ingénieur. Donc, j'aurais pu être regardée avec un peu de condescendance. Ça n'a jamais été le cas. Et donc voilà, donc je trouve qu'on y est très très bien accueillis et qu'on nous aide beaucoup à nous y épanouir. David Chassan, la diversité des métiers, parce qu'encore une fois, c'est aussi des mots qui vous pètent un peu au visage. Cybersécurité, on a l'impression qu'on est parti dans un avion de chasse avec des éléments technologiques. Enfin, c'est entre Matrix et des films de guerre. Oui. Et en fait, c'est plus prosaïque. J'ai lu des articles où la personne qui nous expliquait ça disait mais c'est notre vie quotidienne, c'est la vie quotidienne, la cybersécurité. Ça touche à tous les pans de notre vie quotidienne. Oui, que ce soit la cybersécurité ou le cloud computing, dans lequel nous évoluons avec des éléments de cybersécurité extrêmement avancés. Le cloud, c'est toutes les données, c'est l'armoire dans lequel Dassault range tes données, quoi. Dassault et n'importe quel autre éditeur de logiciels ou plateforme, que ce soit des réseaux sociaux, de la diffusion audiovisuelle ou autre, on utilise tous en réalité derrière un socle technologique qui est le cloud. Et donc on a l'opportunité quand même d'avoir un secteur d'activité qui est en plein boom, en pleine effervescence. Il y a beaucoup de choses à construire, comme tu le disais Estelle. Et du coup, ça donne l'opportunité aujourd'hui à des jeunes femmes, à des femmes, de pouvoir venir s'exprimer dans ce métier-là, en fait. Mais si vous atteignez 81% sur 100 dans le rapport égalité homme-femme, ça veut dire que vous êtes suffisamment convaincant, parce que vous vous occupez aussi des RH, pour dire à des profils dont vous dites ils peuvent nous intéresser, viens, je t'assure, tu trouveras vraiment plaisir, ou en tout cas chaussure à ton pied. Il y a des gens qui sont réticents, vous dites votre profil m'intéresse, et elle vous répond bah non, la cyber c'est pas pour moi. Forcément, vous l'avez ça. Au secteur d'activité, il peut y avoir une réticence, ou en tout cas un secteur réservé à des hommes. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de démontrer dans les collèges, dans les lycées, donc très loin avant que ces personnes-là
se retrouvent sur le marché du travail, mais en tout cas choisissent. Et qu'est-ce que vous leur dites avec des mots simples? Moi, j'ai à peu près un niveau lycée en cybersécurité. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner envie? En fait, on a la chance du coup de pouvoir faire intervenir les femmes qui évoluent aujourd'hui chez Outscale. C'est ça. À ce qu'elles puissent intervenir dans ces collèges et lycées pour leur démontrer que plein de métiers sont disponibles. Data scientist. C'est quoi ça? Data scientist, c'est quoi? C'est des personnes qui analysent tout ce qui est traitement de données, big data, pour identifier des situations, des tendances ou des choses comme ça. Donc ils ont une base et dessus ils bâtissent des stratégies de communication, de marketing ou je ne sais. Ou technique. Ou identifier des menaces de cybersécurité, etc. Donc il y a beaucoup de traitements derrière qui sont possibles. Mais en tout cas, ça peut être aussi des chefs de projet, des développeuses, administratifs systèmes. Il y a vraiment tous les métiers, marketing, RH, Excusez-moi, tous les métiers sont disponibles. Juste d'un mot, parce que comme on est une émission qui parle de l'emploi et des métiers, c'est quoi le marketing dans la cybersécurité? C'est de faire en sorte que quand on a un produit, il va rencontrer son marché, mais surtout, on doit un peu élever les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin de ce produit, mais qui ne le savent peut-être pas elles-mêmes. Donc, c'est là que le marketing va entrer en jeu de façon très importante, aussi bien auprès des utilisateurs que des entreprises, pour soit les aider à ce qu'on va dire l'awareness, donc l'éveil, si on peut dire, aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans la cybersécurité. Vous de donner des termes, parce que vous êtes d'accord, il y a un jargon quand même et un vocabulaire. Oui, non, moi c'est aussi parce que je travaille avec pas mal d'anglais. C'est ça. Mais donc voilà, il y a besoin d'éveiller les consciences. D'ailleurs, les Anglais le font très bien et ils ont fait récemment une mini-série humoristique. Donc là, ils ont carrément été chercher des gens qui faisaient des mini-séries pour Netflix, des humoristes, pour construire une mini-série humoristique sur la cybersécurité. Ce qui montre qu'on peut vraiment avoir besoin de tout type de talent dans la cybersécurité. Laura Marais, vous disiez tout à l'heure que vous étiez totalement épanouie et que vous ne regrettiez absolument pas votre choix qui remonte à 10 ans. Vous aussi, vous allez prophétiser, vous allez à la rencontre des lycéens ou de ceux qui rentrent dans des écoles dès la première année pour leur dire « je suis la preuve vivante » que ce métier peut aussi plaire aux femmes, aux jeunes femmes, ou à des cadres d'ailleurs plus confirmés. Oui, complètement. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer, comme je rejoins ce que disait Celle et aussi ce que disait David. Aujourd'hui, dans la tech, il y a 500 000 postes qui sont à pourvoir. Donc, c'est un vrai secteur dans lequel il y a des emplois. Et en effet, des emplois qui sont tout à fait ouverts aux femmes. Donc le travail là que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de déconstruire un petit peu les préjugés qui sont liés au fait que la tech c'est pour les hommes. Donc en effet, on a l'habitude on essaie en tout cas de prêcher un petit peu la bonne parole. Donc notamment sur l'événement Girls in Tech. Qui est un événement qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes femmes au métier de la tech. Mailing Black, c'est aussi une entreprise qui a été certifiée de Great Place to Work, donc on essaie de mettre en avant toutes les valeurs dont ont besoin les hommes, mais aussi les femmes. Et tout à l'heure, on se posait la question de qu'est-ce qu'on pourrait dire en tout cas pour attirer une femme dans la tech. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour attirer une femme tout court dans son entreprise, parce qu'on a besoin de ressources. Je pense qu'il faut mettre en avant des valeurs fortes qui sont l'égalité, en effet, le sentiment de sécurité, le fait de développer des talents, le fait de pouvoir donner confiance en soi aux femmes, le fait de pouvoir leur offrir un sentiment d'équilibre vie privée, vie pro. Là, par exemple, pour moi, prendre la parole aujourd'hui, c'est un vrai exercice et c'est pas simple du tout. Donc, être dans une société qui pousse, en tout cas, ces hommes et ces femmes, mais ces femmes, parce que là, c'est le sujet à s'affranchir de tous les codes qui ont tendance à nous mettre des barrières, pouvoir les pousser. Donc oui, pour moi, il y a vraiment les deux sujets, c'est de construire les préjugés et donc de parler aux femmes dans les écoles. Au moment où elles doivent choisir leur orientation. Merci Laura, restez avec nous. David, vous vouliez rebondir? Oui, juste par rapport à l'expérience de Laura et ce qu'elle vient de témoigner, c'est vraiment important en fait de pouvoir permettre aux femmes, pas seulement les jeunes femmes, mais aussi les femmes, de pouvoir se réorienter et se reconvertir dans nos métiers. Et donc nous on a fait l'expérience depuis le mois de décembre où des femmes en interne se sont ont pris le sujet et ont créé un programme qui s'appelle Women for Tech.
et propose aux femmes de se reconvertir dans les métiers de la tech. Oui, c'est pas uniquement la formation initiale, c'est j'ai fait 20 ans dans le conseil, il y a de potentialité pour vous. Exactement, et on a fait l'expérience, il y a 10 jours, on a fait une journée porte ouverte, 190 femmes se sont inscrites pour cette journée porte ouverte et ont découvert tous les métiers qu'il pouvait y avoir dans le cloud. Il y en a combien des métiers chez vous, il y en a combien des métiers au total? Et on parlera ensuite de ce que vous faites vous dans l'audit. Il y en a à peu près une grosse cinquantaine de métiers un peu différents. Concrètement, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a 2 chiffres. Alors, ils n'ont rien à voir les uns aux autres. Le premier, c'est que 90% des professionnels de cybersécurité sont des hommes, sauf dans certaines entreprises, je dirais, de bons élèves, mais la majorité, ce sont des hommes. Et puis, il y a un élément. Alors, vous êtes, je dirais, en deuxième rideau, mais il y a plus 400% d'explosion des attaques en termes de cybersécurité dans un contexte de tension et de guerre en Ukraine, qui ne date pas d'ailleurs ces attaques depuis le début de l'invasion il y a 24 jours. C'est un sujet mondial, les grandes puissances qui bloquent. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que automatiquement, quand on parle cybersécurité, et je le redis, et j'irais c'est presque inconscient, on pense espionnage, on pense guerre, on pense soldats chinois, on pense russes. Et en fait, vous nous dites, non, c'est pas que ça non plus. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, oui, bien sûr. C'est ça aussi. C'est ce qui fait aussi que le secteur était déjà en manque de ressources, donc de ressources humaines. Et là, ça va faire que s'empirer. Parce que là, la situation explose. Donc, on a d'autant plus besoin de très vite trouver des ressources qui nous rejoignent dans tous les métiers. Mais vous voyez, ça bloque cette espèce d'explication, même le mot cybersécurité. Peut-être des femmes se disent, à tort, c'est pas pour moi, c'est un truc un peu militaire, c'est un peu des services secrets, on pense à ça. Il y a une partie qui est de la cyberdéfense. Donc on est d'accord. On est d'accord, il y a une partie qui est de la cyberdéfense. Après, il y a aussi tous les sujets du fait que toutes les femmes ont un iPhone dans la main, ou un téléphone de marque. On est tous reliés, et donc tout le monde utilise la cybersécurité tous les jours. Donc après, en dehors de cas extrêmes ou de situations extrêmes comme c'est le cas en ce moment, vous avez de toute façon besoin d'être protégé. Ben oui, d'être protégé et de protéger les autres par votre comportement et par comportement ou par des technologies de pointe. Et c'est très important. Mais après, sur la partie ingénieur et pas ingénieur et attaque, etc., c'est d'ailleurs le cas en Israël. En Israël, c'est l'armée qui va chercher les filles. Donc l'armée va chercher les filles à un programme court de 7 semaines en disant venez toutes, on va vous apprendre ce que c'est que la cybersécurité. À la suite démythifier aussi la cybersécurité. À la suite de ça, il y a une partie d'entre elles qui choisissent la cybersécurité pour leur service militaire, puisqu'il y a un service militaire. Bien sûr, et un service très puissant en termes de cyber. Exactement. Et derrière, si elles décident de monter une start-up cybersécurité, elles touchent des subventions pour monter leur start-up. Bien sûr. Donc elles ont des fonds. Et c'est ce que font aussi les Américains d'une certaine manière. Hein, oui, d'ailleurs, ce sont les premiers et les deuxièmes. Voilà, on est d'accord parce que toutes ces sociétés sont liées aux souverainetés. Enfin, on parlait de Dassault Systèmes. Enfin, je veux dire, c'est éminemment sérieux, les datas stockées dans votre cloud, qui sont des datas stratégiques, avec des informations confidentielles. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se rater. Non, et au-delà de l'aspect techno, on a aussi des éléments, par exemple, de conformité. C'est-à-dire qu'il existe des référentiels de sécurité, et en France, c'est l'ANSSI avec SecNumCloud. Et donc, l'institution d'État. Exactement, c'est vraiment l'autorité qui intervient dans ce domaine-là. Et nous-mêmes, on a été le premier cloud à être certifié SecNumCloud. Et bien entendu, dans toutes ces équipes, des femmes ont participé activement à tous ces projets-là, quels que soient les jobs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a réellement tout à construire et à pouvoir s'épanouir dans ces métiers. Il y a le côté cyber, il y a le côté guerre, il y a le côté espionnage. Et je lisais un article d'une spécialiste de la cybersécurité, une femme, et qui disait, au-delà de ces sujets finalement un peu militaires, on a besoin de la créativité des femmes dans la cyber. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que la femme apporte en plus? Parce que c'est un débat qu'on a dans certains secteurs. Mais dans celui-ci, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Alors, sincèrement, je ne sais pas... ça fait sourire Estelle Joly. Oui. Si des femmes ou des hommes sont plus ou moins quelque chose, j'en ai aucune idée. Elle parlait de créativité, elle disait qu'il y a une forme une approche peut-être différente. Sincèrement, j'en ai aucune idée parce que nous, on n'a pas cette analyse, en fait, à se dire qu'est-ce qu'une femme peut bien nous apporter. En fait, il nous faut des hommes et des femmes dans tous les jobs, à n'importe quel niveau hiérarchique, etc.
Donc, c'est des règles RSE aussi, puisqu'on vient de le voir, il y a quand même oui. des règles fixées par la loi qui obligent les entreprises aussi à avancer sur l'inclusion, l'égalité homme-femme, et que ce secteur n'est pas exempt d'être un bon élève. Qu'est-ce que vous apportez de plus? C'est compliqué cette question. Parce que, quelque part, les femmes se plaignent de ne pas être assez nombreuses dans ces structures. Ouais, alors moi, Mais je quand dirais vous êtes là, qu'est-ce que... Plus, je pense pas que ce soit le fait d'être une femme plus qu'un homme, c'est plutôt le fait d'arriver avec un point de vue nouveau. Du fait de ne pas venir de la cybersécurité, justement, et de ne pas avoir eu de parcours très tech, etc. Je vais peut-être arriver avec des questions nouvelles, un point de vue nouveau, une façon différente de présenter les choses. Je vais peut-être avoir une force aussi dans l'explication, la pédagogie, la vulgarisation du sujet. Parce que je me mets à la place des personnes qui n'y connaissent rien. Donc voilà, c'est plutôt ça que je vais apporter, mais c'est pas forcément lié au fait d'être une femme. Après, je dirais que pour les femmes qui nous rejoignent en ce moment... Là, en ce moment, il y a des femmes qui vous rejoignent là. Oui, vous sentez qu'il y a un petit frémissement? Oui, ça s'accélère quand même. On en parle sur les plateaux de télé. Il y a une accélération. Donc après, c'est un début, mais il y a quand même une accélération. Et pour les femmes qui nous rejoignent en ce moment, je dirais qu'il y a peut-être un avantage, c'est qu'on est très facilement identifiable. Donc, quand vous allez à une conférence cybersécurité et que il y a 2 femmes, 50 hommes. Voilà, et qu'il y a 20 speeches dans la journée et que vous êtes la seule femme, l'avantage, c'est que quand on dit c'était bien le speech de Pierre, tout le monde dit Pierre, c'était lequel déjà? Quand on dit c'était bien le speech d'Estelle, tout le monde voit très bien qui c'est, puisque de toute façon, ça peut être que moi. Vous faites office de référent aussi et de modèle, finalement. On vient vous voir en disant mais comment t'as fait pour arriver là? J'imagine qu'on vous demande. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas trop intervenue auprès des jeunes filles, mais il faudrait que je le fasse plus. Juste avant de nous quitter, David, la formation initiale, vous disiez dès le collège, dès le lycée, pour donner envie. Il y a le modèle de l'armée israélienne, c'est-à-dire globalement, on va directement faire des formations obligatoires pour... J'ai quand même le sentiment que la cybersécurité va envahir notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on en parlait tout doucettement, c'était vraiment un club d'experts. Aujourd'hui, elle est partout, cette cybersécurité. Enfin, j'ai le sentiment, par ailleurs, qu'on va avoir besoin de plus en plus de collaborateurs. Oui, on a de plus en plus de demandes, d'offres d'emploi au sein d'Exatrust. Sur la centaine d'adhérents que nous sommes, tout le monde a au moins 5, 10, voire plus de jobs ouverts, et qui sont ouverts aux femmes et aux hommes. Donc, nous sommes d'accord que c'est lié, vous ne vais pas dire le contraire, à la demande des entreprises qui vous disent inquiétude, angoisse, protection, on a peur, on a été attaqué, parce que vous êtes vraiment dans l'audit, c'est-à-dire que vous surveillez la façon dont s'organise la cyber, on est d'accord? Oui, dans l'entreprise. Et c'est vrai que les moyens sont assez faibles par rapport à l'enjeu. Aujourd'hui, en termes de gestion, vous demandez à une entreprise de 1000 personnes qui est-ce qui est responsable de la cybersécurité. Tout le monde va montrer du doigt les 3 personnes ou les 10 personnes du service sécurité de l'information en disant c'est eux. Et personne ne dira c'est moi. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Ça, c'est les mots-clés, c'est soyez acteur de votre défense cyber, c'est-à-dire des bons réflexes. Oui, et puis c'est pas non plus de faire des milliards de choses très compliquées, c'est d'avoir quelques réflexes simples, comme le cas, je parlais tout à l'heure, de fermer sa porte quand on sort de son appartement. Et donc le réflexe simple, c'est d'éteindre son téléphone, c'est de quoi? Il y en a plein, mais après, il faut aussi savoir les enseigner. C'est-à-dire que si vous faites une formation faite par des gens très techniques, avec des PowerPoint de 80 pages, qui lisent tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est sûr que personne... Vous perdez tout le monde en ligne. Tout le monde est perdu dès la première slide ou la deuxième. Donc j'entends quand même, sérieux. Il faut de la pédagogie, qu'on soit pour des hommes ou pour des femmes, pour ouvrir un peu plus grand les portes de la cybersécurité. Ouais. Il faut faire preuve de pédagogie, de simplification aussi, de nous prendre par la main, nous qui sommes des béotiens. Parce que c'est ça, si vous donnez envie à des talents qui n'y connaissent rien, il ne faut pas effectivement leur asséner des pages et des pailles de slides. Non, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Laura, un dernier mot. Vous voyez rester combien de temps dans la cyber? Tant qu'il y a de belles perspectives de carrière pour moi, que je me sens bien, que je peux continuer d'élever mon petit garçon dans un environnement bienveillant. Voilà. Dans un environnement bienveillant, alors que la cyber donne quand même l'impression qu'on est dans un environnement en guerre permanente, si je peux me permettre. C'est un mot angoissant, la cyber. Oui, c'est ce qu'on disait sur le plateau, parce qu'on traite de sujets qui sont sensibles, mais pour reprendre la question que vous posiez à Estelle, pourquoi les femmes devraient venir dans la tech? Parce que il y a des entreprises qui se donnent les moyens pour pouvoir les accueillir et qu'elles s'y sentent bien. Donc oui, on est dans la cyber, mais pour autant on bosse pas du tout dans un environnement qui soit lié à la guerre. Voilà.
Merci Laura Marais, directrice d'opération marketing commercial chez Men in Black, qui est basée à Marseille et qui travaille donc à lutter contre les cyberattaques, qui est un sujet qui fait peur à tout le monde, notamment aux particuliers. Merci Estelle Joly, Cybervadis, CEO de Cybervadis, et vous évaluez la maturité d'un nombre illimité de fournisseurs en termes de gestion de la cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que j'ai lu, mais je l'ai lu, entreprise en France, mais aussi à l'étranger. Et je remercie David Chassan, directeur de la stratégie de 3DS Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes, qui est son cloud. Ça, je ne l'ai pas lu. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça vous est arrivé, c'est arrivé à vous qui nous regardez et à moi. Est-ce qu'on doit dire, lorsqu'on cherche un emploi, est-ce qu'on doit se confier, est-ce qu'on doit le garder secret, est-ce qu'il y a un petit côté mystique, comme ça je ne le dis pas, environnement bienveillant ou parfois environnement toxique qui peuvent vous déstabiliser? Eh bien, on en parle avec Thierry Bismuth, c'est tout de suite, et c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, vous cherchez un job, un emploi, vous vous dites tiens, j'en parle ou j'en parle pas? Eh bien justement, on va en parler avec Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. Est-ce qu'il vaut mieux être discret ou pas? Comment on fait sur le thème je suis sur une piste, je crois que c'est bien, mais je ne peux pas trop en parler. Et en fait, on en a trop dit déjà. Oui, c'est ça. On va se mettre dans une situation qu'on connaît. Si vous demandez à votre copain comment va sa charge d'emploi, il va toujours vous dire je suis sur une piste, je ne sais pas si je peux t'en parler. Il noie un peu le poisson, quoi. Ils font toujours un peu ça. Et si vous leur demandez 6 mois plus tard, il sera toujours dans cette situation. La plupart des gens en fait qui nous entourent, ils n'osent pas trop parler de leur recherche d'emploi. Alors, c'est d'autant plus surprenant qu'on sait qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rappeler ni ici ni ailleurs, que c'est extrêmement important de communiquer sur ses réseaux personnels ou professionnels. On sait tous les avantages que ça a. Je ne vais pas les reciter, vous avez déjà dû le voir 10 fois. Évidemment que quand vous communiquez auprès de votre réseau, ils vont vous remonter des offres qui sont absentes du marché de l'emploi, le fameux marché caché. Ils vont en plus vous recommander pour le poste, donc vous passez devant les autres. Puis enfin, ils vont pouvoir vous renseigner sur l'entreprise, le poste, le recruteur. Enfin, vous partez avec plein d'avantages. Et donc, tout le monde le sait, personne ne le fait. Mais pourquoi objectivement, certains, voire la plupart, sont si discrets? Alors, d'abord, il y a évidemment une question d'orgueil, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop dire que les 2 dernières opportunités ont planté, donc on est discret pour pas dire que jusqu'à présent ça n'a pas marché. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles, même si on sait qu'il faut le faire, quand on est en recherche d'emploi, finalement, on n'active pas ces réseaux autant qu'on le devrait, autant qu'il le faudrait. Et je tiens à le rappeler parce qu'on sera tous un jour en recherche d'emploi, et donc c'est important pour tous ceux qui nous regardent, soit parce qu'ils sont en cette situation, soit parce qu'ils en connaissent, de bien comprendre les ressorts qu'il y a derrière la pudeur de certains des membres de leur réseau. Et en général, on commence à ça, c'est vous qui l'avez baptisé comme ça, je ne connaissais pas, c'est l'effet barbecue, l'effet merguez. C'est quoi ce truc? Merguez ou chipot, mais ou chipot, ça dépend. Par exemple, alors je prends un exemple, vous êtes dimanche après-midi, vous êtes au soleil, chez un copain qui habite un peu loin du centre-ville, mais il a un jardin, lui, et donc il est en train de vous faire des merguez ou barbecue, et il vous demande, pendant qu'il est en train de les faire, vous faites semblant de l'aider, comment va ta recherche d'emploi? Et là, vous faites... Ouais, c'est là où ça se passe, en général. Oui, le fameux effet barbecue, c'est ça. Loin des femmes, quoi. Voilà, ça se passe. Alors, avec ou sans les femmes, je ne veux pas porter... D'autant qu'on est sur un sujet aujourd'hui, votre sujet précédent, mais globalement, on est entre nous, et on lui dit, oui, je suis sur une piste, je suis par exemple... sur un poste de comptable dans la mode, dans le retail. Et alors là, il vous dit quoi? Le retail, tu veux dire les magasins? Mais il faut surtout pas y aller, malheureux. Tu sais bien que les magasins, c'est mort. Demain, c'est le digital. Si tu prends ça, dans 2 ans, tu vas encore te retrouver à chercher un boulot. Bref. Angoisse. Sans le vouloir, alors qu'il était en train de faire cuire ses merguez, il est en train de détruire votre enthousiasme, de semer le doute dans vos certitudes. Et tout ça, ça va se ressentir lundi matin lorsque vous aurez le dernier entretien, celui qui devait vous permettre d'avoir le job. Et il y a l'effet merguez qui rentre. Exactement. Il y a tout. Alors pourquoi? Parce que d'une manière générale, on sait bien que quand notre copain au barbecue nous donne un avis sur une boîte, en temps normal, c'est moyennement crédible. Sauf que la période de recherche d'emploi est une période où on est très fragile. On est à l'écoute de tout. On est une éponge. Et ouais, on est en sortie de zone de confort, même si j'ai pas le mot. Et donc voilà, donc on a très peur de faire des erreurs. C'est d'ailleurs, nous on le voit très bien en recrutement. Il y a beaucoup de très bons opérationnels qui s'effondrent en entretien. On se dit c'est pas possible. Ils ont mené des centaines et des milliers de rendez-vous de recrutement où ils ont des recruteurs. Et là, effectivement. Et donc voilà, on est dans une zone d'inconfort quand on est en entretien, qui fait qu'on va être du coup excessivement à l'écoute de l'avis de notre copain qui n'y connaît rien, qui donne un avis de comptoir, si j'osais, ou de barbecue, alors que d'ailleurs lui, il a tout le confort
il est en poste, tout va bien pour lui. Il vous sème le doute et ça va détruire votre enthousiasme. En un mot, vous dites, faut pas aller faire des barbecues le dimanche, quoi. Bah, si vous y allez, il faut bien prendre l'avis de votre beau-frère sur le secteur d'activité de la boîte dans laquelle vous postulez pour ce qu'il est, c'est-à-dire un avis assez peu éclairé quand même. C'est ça. Deuxième constat, c'est quoi? Le premier cercle qui influencerait les choix et orientation, c'est-à-dire qu'il y a ceux dont la parole compte énormément. Oui, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça l'effet abeille ou l'effet fourmi, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les enfants de militaires, de médecins, de notaires sont statistiquement plus souvent médecins, militaires ou notaires. Bon. Mais on le sait un peu moins, c'est aussi vrai pour des fonctions dans lesquelles il y a beaucoup plus général. Par exemple, les enfants d'entrepreneurs sont beaucoup plus souvent entrepreneurs que la moyenne. Les enfants de fonctionnaires aussi. Or, les entrepreneurs, ils sont quand même 4 millions, les fonctionnaires 5,5 millions. Donc ça fait beaucoup de monde tout ça. Comme on peut imaginer qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de génome de l'entrepreneuriat ou de la fonction publique. Ça veut bien dire que c'est l'entourage personnel qui, en voulant vous conseiller, en fait, vous influence. Et donc, si je veux sortir un peu du giron familial, des habitudes de mon écosystème, j'ai très intérêt à cacher un peu ma recherche d'emploi si elle est pour sortir de ce à quoi on me prédestine pour éviter d'être influencé. Qu'est-ce que vous nous donniez comme conseil concrètement? Parce qu'il y a l'effet barbecue merguez, il y a l'effet abeille. Les conseils concrets, c'est quoi? Bon, et puis alors, dernier conseil, effectivement, alors, très important là-dessus, c'est il y a beaucoup de candidats, quels qu'ils soient, qui finalement, quand ils sont au pied de leur recherche d'emploi, c'est-à-dire quand ils sont sur le point d'arriver à leur recherche d'emploi, prennent peur. Prennent peur, c'est-à-dire qu'ils ont réussi toutes les étapes de l'entretien, ça devrait bien se faire, ils ont un tout dernier entretien avec le patron qui doit leur serrer la paluche et puis leur souhaiter bienvenue. C'est une validation, ça, un peu. Ouais, et puis finalement, là, ils font l'erreur incompréhensible. Et donc, ils vont s'effondrer. Pourquoi? C'est quoi l'erreur? Une boulette? Par exemple, ils vont dire une bêtise, ils vont avoir une prétention irréaliste, ils vont tout simplement pas venir au rendez-vous ou annuler le matin même. Bref, ils vont faire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et ce qu'il faut comprendre qui se joue là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient. Alors, les psys ont appelé ça... échouer pour ne pas réussir, il y a un terme, échouer devant le succès, voilà, c'est les psys qui ont inventé ça, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est plus je veux d'un poste, plus il est important pour moi, plus ça fait longtemps que je le veux, plus c'est devenu un fantasme, et inconsciemment, je ne veux pas réaliser mes fantasmes. Et donc, ce candidat qui était fait pour vous, inconsciemment, il va s'auto-censurer, il va s'auto-discréditer dans le processus de recrutement. Si vous êtes recruteur, il faut comprendre que ce candidat pour lequel tous les voyants étaient au vert et qui va se saboter, c'est pas qu'il ne veut plus de votre job, c'est qu'il le veut trop. Qu'il le veut trop et qu'inconsciemment, il a du mal à l'accepter. C'est comme une histoire d'amour, en fait. Il est tellement amoureux qu'il est incapable, il en bégaye et en devient ridicule, quoi. Alors, le conseil que cette fois je donne aux recruteurs, et puis on pourrait transposer aux candidats, c'est faites l'effort en tant que recruteur de l'appeler plus souvent, de le faire redescendre sur ses... Faites-lui prendre conscience que sa demande est irréaliste, que son absence, elle va le faire passer à côté du poste qu'il veut. Comprenez que ça n'est pas du désintérêt, c'est un excès d'intérêt. Et ça, c'est très important, notamment dans les membres de votre réseau qui se cachent ou qui ne vont pas au bout de leur process. Souvent, c'est qu'ils ont peur du succès, finalement. Un tout petit mot sur l'entourage qui vous encourage, justement, et qui, finalement, vous fait porter un poids très lourd sur vos épaules. Oui, ça fait des mois que vous dites à vos copains, je trouve pas de job, et que donc vous arrivez tous à la conclusion que le système ne va pas, que c'est parce qu'on veut plus de comptable, parce que l'informatique le fait bien, qu'on veut plus de senior, et donc tu comprends, je suis senior. Bref, on accuse le système. Et puis un jour, le système fait qu'on a un entretien qui nous dit oui, et on commence lundi. Et là, il y a tout le poids. On avait fait reporter le poids de notre échec sur le système, et là, on a tout le poids de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passera? J'ai tous mes copains qui me font des SMS pour dire t'es le meilleur, ce job est fait pour toi, tu le mérites, vas-y, éclate-toi. Et là, je me dis zut, qu'est-ce qui se passera si dans un mois je dois leur dire que j'ai pas fait l'affaire? Et donc tout le poids, énorme pression. Voilà, en fait, tous les encouragements de mes amis se retrouvent être une pression supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a parfois des gens qui, finalement, ont plus peur de décevoir qu'envie de réussir. Et c'est pour ça qu'ils vont passer à côté d'un job. Et donc, le conseil que je donne aux candidats, c'est ne vous mettez pas trop de pression, ne communiquez pas trop non plus, parce que cet enthousiasme de vos amis ou d'autres réseaux va se retourner en pression le jour de la prise de job. C'est ça qui peut abîmer, finalement, et mettre en péril un poste dont on a rêvé depuis des années. Donc, il n'y a pas que des avantages à partager avec son réseau sa recherche d'emploi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien entendu. J'ai commencé par dire que c'est indispensable. Mais il faut mesurer aussi les inconvénients pour pouvoir accompagner quelqu'un qui hésiterait à le faire. Merci Thierry Bismuth de nous avoir éclairé sur ce sujet très subtil, très psychologique d'ailleurs, avec l'effet barbecue et l'effet abeille. Voilà, par exemple. J'ai retenu vos deux effets. Odyssée et RH, évidemment, vous en êtes le fondateur. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, Kenny à la réalisation, merci à Alexandre au son, merci à Fanny Griesmer aujourd'hui, et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le réseau évidemment Bismart et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci, je serai là et à demain.